Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur cette conférence qui s'intitule Revenu de base. Est-ce pour les pauvres ou est-ce pour tout le monde? Point d'interrogation. Si vous étiez venu pour la conférence sur le capitalisme et liberté, j'ai le regret de vous annoncer que vous vous êtes trompé de salle et qu'il aurait fallu suivre Fabien lorsqu'il était parti. J'ai le plaisir d'accueillir nos 4 invités ici. Monsieur Guy Valette, ici présent, membre fondateur du Mouvement français pour un revenu de base. Monsieur Marc Wolf, qui est l'auteur du rapport pour la Fondation Jean Jaurès pour une garantie du revenu réellement universel, une approche pragmatique, que vous voyez ici même. Et nous recevons également Sophie Rigard, qui est chargée de projets, actions et plaidoyer au Secours catholique, au bout. J'ai eu du mal à les ordonner correctement, je suis désolé. Et Isabelle Dorès, qui est vice-présidente des Carmonde et membre du CESE, du Conseil économique, social et environnemental depuis 2021. L'introduction sera assez courte. Quand je suis arrivé au Mouvement français pour un revenu de base en 2021, je pensais sincèrement, en arrivant, que la question du revenu universel serait traitée d'ici 2025, en une dizaine d'années, en disant qu'un revenu universel, inconditionnel, universel, distribué à tous, de manière individuelle, n'était pas une étape si difficile à atteindre. Et peut-être un jour, aurait-on un candidat pour les élections présidentielles qui oserait proposer ce genre de proposition. Aujourd'hui, si je regarde le paysage par rapport à ce moment où je me suis engagé en 2015, je constate que le précédent gouvernement, en tout cas celui encore avant, a mis en place la loi plein emploi, qui est désormais appliquée depuis 2025, sur lesquelles on s'apprête à demander des exigences de contrepartie aux personnes en recherche d'emploi, contrepartie qui irait entre 15 et 20 heures de travail entre guillemets bénévole ou pour la communauté, et sur lesquelles on a peu d'idées de comment tout cela devrait fonctionner. Et en repensant à ça, je n'arrive pas à me dire qu'on a peut-être échoué quelque part, dans le sens où le revenu universel qui semblait si proche en 2015, avec la Suisse qui était sur le point de faire son référendum, la Finlande qui annonçait triomphalement des expérimentations, et aujourd'hui retourner dans le même schéma d'essayer de persécuter les gens les plus précaires pour les faire revenir le plus rapidement possible dans l'emploi. C'est sur ce constat-là que nous avons pris la décision de commencer ce cycle de grandes conférences sur poser la question quel est le bilan sur ces 10 ans de militantisme sur le traitement aujourd'hui politique et social de la question de la pauvreté, et surtout vers quel type de mécanisme, ou en tout cas de propositions politiques, pour essayer de sortir de ce cycle qui est encore celui de la persécution pour le retour à l'emploi. Pour cela, j'aimerais commencer à donner la parole à Isabelle Dorès, qui donc est d'ATD Carmonde et qui pourrait nous présenter également son organisation. Excusez-moi, nous allons plutôt donner la parole à Sophie Rigard, du Secours catholique, qui elle aussi peut nous présenter son organisation. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Merci beaucoup. Désolée pour, pour ce changement de dernière minute. Est-ce que je mets un petit minuteur, Riri, dis-moi. Très bien. Mais comme je ne te vois pas, il faudra me faire des signes. Ok, très bien. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre intérêt pour cette table ronde. Donc, je m'appelle Sophie Rigard, je travaille au Secours catholique sur les sujets de protection sociale, de travail et d'emploi. Et j'essaye modestement de faire du plaidoyer sur ces questions, c'est-à-dire d'influencer les décideurs pour essayer d'éviter le détricotage systématique de ce qui existe déjà. Et du coup, un peu en introduction de cette table ronde, je me suis dit que je pouvais prendre le privilège peut-être de reposer le contexte. Ça m'évite d'avoir à proposer des solutions, ce qui est toujours plus confortable, mais bien sûr, on y reviendra après dans la discussion. Le contexte, globalement, pour les associations de lutte contre la pauvreté, et je parle en tout cas pour le Secours catholique, mais je pense aussi pouvoir traduire ce que beaucoup d'associations ressentent, c'est qu'on est principalement en réaction à un détricotage systématique depuis quelques années. C'est
je ne vais pas remonter très très loin, mais déjà ce sera significatif, la réforme de l'assurance chômage en 2019, dont les bilans qui sont aujourd'hui faits montrent bien un appauvrissement des chômeurs et que le retour à l'emploi se fait sur du retour à l'emploi non durable, c'est-à-dire des petits contrats, des contrats précaires, et donc une logique qui concrètement ne fait pas sortir de la pauvreté, c'est-à-dire des gens qui sont contraints d'être dans une boucle de pauvreté entre minima sociaux et retour à l'emploi, mais à l'emploi précaire. La loi plein emploi, adoptée en 2023, dont tu as parlé, Rairé, qui est mise en place avec ces 15 heures d'activité obligatoire pour les allocataires du RSA, mais pas que, pour l'ensemble des demandeurs d'emploi, officiellement depuis le 1er janvier 2025, avec un régime de sanctions et de contrôle sur les personnes largement renforcé. Et là, on est dans une bataille actuellement vis-à-vis du décret sur les sanctions, qui devrait entrer en vigueur en juin. Et qui prévoit la possibilité de suspendre de 30% à 100% du RSA ou de l'ARE, donc de l'indemnité chômage, dès le premier niveau de sanction. Et donc cette possibilité est laissée à des départements. Des départements la prennent déjà. On sait que le président du département du Nord suspend 80% du RSA dès le premier niveau de sanction. Et donc derrière, c'est des situations concrètement dramatiques pour les personnes concernées, pour les ménages, pour les enfants, qui sont également dans ces ménages et qui n'ont rien demandé, mais qui vont subir cette pauvreté, des privations matérielles. On a déjà des exemples de personnes qui disent bah voilà, moi j'ai été suspendue du RSA, donc je suis à la rue. Est-ce que si je fais 15 heures de bénévolat, je pourrais retrouver mon RSA? Donc on en est à cette absurdité-là aujourd'hui, et c'est ce qu'on essaye, comme on peut, de contrer. Pour reprendre un peu de hauteur, nous on essaye de défendre un modèle social qui est imparfait, c'est-à-dire que faut quand même dire que 60% des personnes aux minima sociaux en France sont sous le seuil de pauvreté, voire bien en extrême pauvreté, parce que le RSA qui est autour de 600 euros, c'est 200 euros inférieur au seuil d'extrême pauvreté qui est à 800 euros en France aujourd'hui. Donc en fait, dans notre pays, on fait vivre au RSA 2 millions de personnes bien en dessous du seuil d'extrême pauvreté. Donc notre modèle de protection sociale, il est imparfait aujourd'hui, mais nous, on défend, on a des propositions pour l'améliorer, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on a très peu de fenêtres pour défendre ces améliorations. On est vraiment sur comment garder l'existant. Et on se rend bien compte que aujourd'hui, le gouvernement est dans une logique qui est tout pour l'emploi. C'est-à-dire que l'emploi, et c'est ce qu'ils nous disent, l'emploi, c'est le seul moyen de sortir de la pauvreté. C'est ce que nous dit le gouvernement. Évidemment, il ne reconnaît pas toutes les contradictions liées à ça, on le dit bien. Enfin, en fait, le travail précaire prend énormément d'ampleur. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent, mais qui sont dans la pauvreté. Mais pour eux, l'emploi, c'est le seul et unique moyen de sortir de la pauvreté. Et donc, ça fait que tous les dispositifs initiaux de lutte contre la pauvreté sont dévitalisés, démonétarisés, et qu'en fait, beaucoup d'aides commencent à être conditionnées au fait de retourner à l'emploi. Et ça, c'est quelque chose contre lequel on lutte clairement. Mais voilà, j'avais un autre truc en tête et je l'ai oublié, c'est pas grave. Et donc on entend ce discours permanent de on n'a plus les moyens d'un modèle social aussi généreux, le modèle actuel serait désincitatif au travail, ce qui est faux, et c'est encore Pierre Moscovici qui est quand même qui travaille à la Cour des comptes, qui devrait savoir que on gagne toujours plus quand on travaille que quand on est aux minima sociaux. Pierre Moscovici qui dit aussi que c'est dans la fraude sociale qu'il y a matière à récupérer de l'argent, alors qu'il devrait aussi savoir que la fraude fiscale, c'est à peu près 100 milliards estimés, 100 milliards qu'on pourrait récupérer, quand la fraude sociale, c'est 7 milliards estimés qu'on pourrait récupérer. Bref. Dans ce contexte-là, et au regard des lois dont j'ai rapidement parlé,
eh ben, il y a un tri qui s'opère. Il y a un tri qui s'opère entre les pauvres méritants et les pauvres déméritants. Les pauvres qui mériteraient une allocation, les pauvres qui ne la méritent pas, et où, s'ils ne la méritent pas, bah, ça justifierait qu'on leur coupe les vivres, concrètement. Donc c'est tout un système qui est en train de se mettre en place, un système aidé par, bien sûr, l'intelligence artificielle, la digitalisation, le numérique, un système pour trier les pauvres, les orienter, les mettre dans des cases en fonction de différents critères, plus ou moins arbitraires, pour les contrôler, pour les surveiller. Donc c'est des algorithmes pour traiter des données, déclencher des suspensions d'allocation de manière automatique dès qu'il y a suspicion de fraude ou quoi. Donc ça, c'est pas seulement à France Travail, c'est aussi dans les CAF. C'est l'intelligence artificielle pour demain échanger avec un allocataire du RSA pour lui demander s'il a bien fait ses heures obligatoires par semaine et lui demander alors qu'est-ce que tu as fait, telle heure ou telle autre, est-ce que c'était vraiment pertinent pour ton parcours et donc potentiellement derrière déclencher un contrôle, une suspension. C'est France Travail qui nous dit que l'objectif c'est 1,5 million de contrôles d'ici 2027 et c'est le régime de sanctions de la loi RSA dont je vous parlais. C'est le poison de la contrepartie, c'est-à-dire que le RSA, même avant 2023, il y avait des devoirs qui étaient très forts, etc. Là, on passe à une autre étape, c'est le devoir avant le droit à un revenu, clairement. Et c'est ce poison de la contrepartie de dire... qui est un poison qui va à l'encontre du droit pourtant reconnu dans la Constitution, qui est le droit à à avoir des moyens convenables d'existence. Il y a la réforme de il y a la réforme de l'allocation sociale unifiée. Et ça, peut-être qu'on y reviendra, je ne vais pas la développer là, mais on y reviendra. C'est un projet qui est né avec le projet de RUA, le revenu universel d'activité sous Macron il y a quelques temps, et où en gros qui viserait à harmoniser certaines bases ressources, et là encore à avoir des gagnants et des perdants dans cette histoire. Tout ça pour dire que, pourquoi je pose ce contexte ? Parce qu'il me semble que poser le contexte, c'est essentiel pour se dire quelle stratégie adopter. Quelle priorité peut être adoptée. Et pourquoi je pose ça ? C'est pour dire que nous, on se bat pour un revenu minimum garanti pour les personnes sans ressources, sans contrepartie. Et en fait, là, on en est bien loin. Mais vraiment très, très loin. Et donc, j'avais pas envie d'être dans un truc revenu minimum garanti contre revenu de base. Et j'ai envie de me dire comment on essaye de conjuguer les deux et comment l'un peut servir l'autre. Et en fait, si les assos de lutte contre la pauvreté sont toujours en réaction, peut-être qu'on a besoin d'un imaginaire beaucoup plus fort, quelque chose de plus puissant, pas forcément sur la question de l'univers. J'ai besoin d'être convaincue sur la question de l'universalité parce que nous, on se bat avant tout pour les personnes sans ressources aujourd'hui. Mais en tout cas sur la question de la contrepartie. Parce qu'on voit bien que ce qu'on est en train de perdre aujourd'hui, c'est cette question de la dignité intrinsèque de l'être humain qui fait que cette dignité intrinsèque de l'être humain fait qu'il y a ce droit à un revenu avant n'importe quel devoir. Et c'est ça qu'on doit réinstaurer aujourd'hui dans le débat public. C'est ça sur lequel on est en train de perdre. Et je veux espérer que le revenu de base peut nous aider à porter cette revendication, à être plus offensif dans le débat public, pour nous laisser de la respiration sur les revendications qu'on porte, au moins pour garantir et sécuriser un revenu minimum garanti pour les personnes sans ressources. Merci. Merci Sophie. Alors on me fait remarquer que j'ai oublié de le préciser, mais effectivement il y aura un temps d'échange important avec l'Assemblée après les interventions de nos 4 invités. Gardez vos meilleures questions pour ce moment-là, sauf s'il y a vraiment quelque chose qui ne vous paraît pas clair dans ce qui vient d'être dit. Mais, en tout cas, je note dans l'intervention, Sophie, que il y a tu parles justement du fait que les associations de lutte contre la pauvreté sont en réaction et que poser le constat, c'est essayer justement de poser la stratégie adoptée. Et nous avons avec nous 2 personnes qui ont réfléchi justement sur cette question de comment réussit-on à mettre en place soit un revenu universel, soit un revenu garanti. Et ce, d'un côté, défini de manière pragmatique avec la Fondation Jean Jaurès et Marc Wolf qui est ici, et également avec le travail de Guy Valette sur la sécurité sociale universelle.
Marc, je serais tenté de vous laisser la parole, mais est-ce que tout va bien? D'accord. Très bien. Isabelle? Oui, merci beaucoup. Merci de nous donner la parole aujourd'hui. Donc Sophie a beaucoup détaillé la situation actuelle et en effet, on est vraiment dans une période très très difficile pour la pauvreté, pour les gens en situation de pauvreté, mais aussi pour toute la démocratie. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une atteinte claire de notre démocratie parce qu'on refuse aujourd'hui la citoyenneté sociale à un certain nombre d'individus. La citoyenneté sociale, c'est avoir du pouvoir d'agir, c'est pouvoir faire des choix, c'est pouvoir participer à la vie sociale. Et il y a une partie des individus de notre société à qui on refuse aujourd'hui ça avec les réformes actuelles. On passe à une politique, la politique de solidarité, elle est complètement oubliée. Les pouvoirs publics ne se sentent aucune responsabilité aujourd'hui et notre devoir, c'est avant tout de rappeler à nos responsables politiques leur responsabilité. Leur responsabilité, c'est de garantir le respect de la dignité de chaque être humain dans notre société. C'est de garantir que chacun ait accès à la vie publique et prennent sa part dans cette vie publique, et c'est ça leur responsabilité, et ça on n'en parle plus jamais, on ne parle plus que de la responsabilité des personnes, de leur situation, en les rendant responsables de toutes les catastrophes qui leur arrivent, et en les laissant se débrouiller seuls, et à moindre chose, à les faire rentrer dans la norme sociale et dans le bon comportement que la société attend d'eux, sans se soucier de ce qu'est la pauvreté et de leur réalité de vie qui, voilà, on n'en parle plus. Donc on s'éloigne aujourd'hui d'un droit qui devrait être émancipateur des personnes à un droit qui se retourne contre les pauvres en faisant des fraudeurs, des délinquants, parce que si on sanctionne, c'est bien qu'on les considère comme des délinquants. Alors délinquants de quoi? D'arriver un quart d'heure en retard à un rendez-vous à France Travail, de ne pas répondre à un courrier qu'ils n'ont jamais reçu. Enfin voilà, c'est ça la délinquance des pauvres. Et donc on renforce de plus en plus la stigmatisation. La stigmatisation, elle est faite au plus haut niveau. Voilà. Donc nous, on vous invite aussi à signer une pétition qu'on a mis en ligne contre les sanctions. Le décret sanctions, il a été mis en consultation des syndicats cette semaine. Donc voilà, il va sortir très prochainement. Donc on vous invite vraiment à réagir pour dire ça. On n'en veut pas parce que c'est vraiment une atteinte à notre démocratie. Voilà, on espère que cette pétition aura du succès dans le sens où on doit montrer qu'on n'est pas d'accord avec ça et que là vraiment on va trop loin. Et tout ça, évidemment, avec une gestion standardisée, de plus en plus avec une déshumanisation de l'ensemble des processus avec la dématérialisation. Et ce matin, on rappelait l'importance des services publics. Et en effet, cette réforme de la solidarité va aussi avec cette déshumanisation et cette perte de vitesse des services publics. Et l'impossibilité pour les personnes, en fait, d'avoir un interlocuteur. Et ce qui fait qu'en fait, on a un éloignement non seulement réel et physique des services publics, puisqu'on ne peut plus les atteindre, mais on a un éloignement symbolique. C'est-à-dire, en fait, les gens n'ont plus de contact avec l'État, ne savent plus ce qu'est l'État et ce que devrait faire l'État pour eux, en fait. Donc, on a vraiment un éloignement symbolique, on ne peut plus compter que sur soi-même. Voilà. C'est pour ça qu'on a aussi lancé à TD Carmonde une campagne qui s'appelle « Stop à la maltraitance institutionnelle », parce qu'en fait, on est bien dans cette situation. Et puis, je vous invite aussi à lire un rapport. Voilà, je fais toute ma pub. Que je viens de co-rapporter au Conseil économique et social, qui s'appelle « Droits sociaux, accès et effectivité ». Dans ce rapport, il y a une préconisation. Enfin, ce rapport a été voté par beaucoup de monde dans l'Assemblée. Il a été voté. Il y a quand même une préconisation dedans qui n'a pas fait l'unanimité, et c'est marqué dedans. Ça fait dissensus. Et ce dissensus, c'est justement pour les aides sociales, ne pas mettre de contrepartie. Et il faut bien distinguer les contreparties des conditions, parce qu'en fait, qu'une aide sociale, elle ait des conditions de revenus, des conditions de familialisation, etc. On peut en discuter, voilà, mais on peut dire, c'est acceptable de dire, voilà, je mets une aide sociale et je mets telle condition, parce que, voilà. Par contre, des contreparties, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce qu'on demande aux gens de se comporter comme ci, comme ça, de rentrer dans la norme, etc., pour obtenir des droits, pour accéder à leurs droits, et ça, c'est pas acceptable. Et pourtant, voilà, cette préconisation n'a pas réussi à faire l'unanimité au CESE, et ça montre quelque chose de notre société aujourd'hui. Ça montre où elle en est, et ça montre combien le discours public, il a stigmatisé les personnes, et il a rendu des choses acceptables qui n'étaient inacceptables il y a quelques années.
Voilà, donc c'est grave. Alors les associations, certes, aujourd'hui, on est beaucoup dans la réaction parce que le gouvernement nous surprend de jour en jour et chaque fois des nouvelles, on se dit c'est pas possible, ils vont pas aller jusque là. Et si, on découvre une semaine après ou le mois après qu'ils y vont. Donc voilà. Mais on n'a pas toujours été en réaction et je vais me permettre de présenter un tout petit peu mon mouvement. Donc ATD Quart Monde, d'abord, ce qu'on a mis en avant à ATD Quart Monde, c'est que la misère, la grande pauvreté, c'est une violence sociétale. C'est la violence, c'est la société qui crée les conditions de la pauvreté et de la grande pauvreté. Et elle, donc, c'est la société qui peut détruire et qui peut éradiquer cette pauvreté. Et on croit très fort à l'éradication de la grande pauvreté par des choix de société. Mais ça pourra se faire uniquement avec la participation des personnes, en rendant les personnes les plus pauvres citoyennes pleinement et actives, et en leur rendant leur pouvoir d'agir. Et c'est pour ça qu'on passe beaucoup par la construction des savoirs, par la participation des personnes, par l'élaboration de leurs paroles, et pour la faire connaître au plus haut niveau et pouvoir la porter partout. Et pour ça, on expérimente aussi avec elle un certain nombre de choses dans tous les domaines des droits fondamentaux. Parce que ce qu'on croit très fort, c'est avant tout la question de la dignité, c'est le respect des droits fondamentaux pour tous et l'égal accès aux droits. Et donc on expérimente, par exemple, l'expérimentation la plus connue d'ATD Quart Monde, peut-être, c'est Territoire zéro chômeur de longue durée, qui aujourd'hui connaît une certaine extension. La 3e loi vient d'être déposée, on espère qu'elle sera soutenue. Mais on expérimente aussi pour le travail des jeunes, on expérimente aussi pour l'école inclusive, on expérimente dans des projets de promotion familiale, dans des écoles de production, etc. Voilà. Donc on a plein de secteurs où on expérimente avec les plus pauvres parce qu'on croit que d'autres choses sont possibles. On croit qu'en partant des plus pauvres et des solutions qui ont construit avec eux, ces solutions-là, on aura l'avantage qu'elles sont bonnes pour tous et on y croit très fort. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est devenu la devise du CESE, parce que la devise du CESE, c'est considérer les progrès de la société à l'aune de la qualité de vie du plus exclu et du plus démuni, et ce qui fonde la dignité d'une nation fondée sur les droits de l'homme. Voilà. Et je pense que cette devise-là, on y croit très fort, c'est devenu la devise du CESE, et on pense que c'est comme ça qu'il faut construire les politiques publiques, en partant des besoins de la population, et en particulier des plus pauvres, et non pas en partant des moyens budgétaires qu'on a disponibles, et une petite déclinaison de politique qui est de plus en plus éloignée des réalités de terrain et des réalités de vie. Donc ce qui est important pour nous aussi, c'est les conditions de la participation de tous pour construire tout ça. Juste vous lire Martine, militante ATD Quart Monde. Quand on parle de pauvreté, nous ne parlons pas d'accident de parcours individuel, mais bien de toute une population, tout un milieu qui vit l'exclusion, l'humiliation et la honte qui se transmet de génération en génération. On a parlé de nous comme des sous-prolétaires, des cassos, des marginaux, des citoyens de seconde zone, ceux dont on n'attend rien, considérés comme inutiles, incapables, démissionnaires, dépendants du social. On nous accuse souvent d'être profiteurs, des fraudeurs, des fainéants qui préfèrent se la couler douce avec le RSA plutôt que de travailler. Ceux qui tiennent ces propos sont dans l'ignorance totale de ce que nous vivons au quotidien. Trop loin de nous pour percevoir le degré de courage, de ténacité, de résistance dont on doit faire preuve au quotidien pour rester des hommes et des femmes debout. Vivre dans la grande pauvreté, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Vivre dans la grande pauvreté, c'est gérer l'ingérable. C'est passer d'une urgence à une autre au quotidien. C'est être en lutte sur tous les fronts en même temps. Il nous arrive parfois d'avoir, comme on le dit chez nous, un agenda de ministre. Dans une même journée, on peut avoir un rendez-vous à l'école avec l'assistante sociale, avec le juge pour enfants, etc. Pourquoi des lois, des plans et autres dispositifs prévus pour eux ne permettent pas aux plus pauvres de sortir de la pauvreté? Parce qu'ils sont élaborés sans eux. Voilà. Et c'est un peu le message principal que je fais. Mais ce qui nous fait... peut-être que le sujet aussi de la discussion entre un revenu de base et un revenu minimum garanti, c'est aussi que la pauvreté, c'est pas qu'une affaire de revenus et c'est pas qu'une affaire de travail, comme dit le gouvernement. C'est vraiment quelque chose de multidimensionnel, c'est une création sociétale. Et donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment repartir en fait de ce qu'est cette grande pauvreté. Et cette grande pauvreté, c'est avant tout la définition de l'ONU, qui est dérivée du rapport Brzezinski du CESE, c'est de dire que la grande pauvreté, c'est des insécurités cumulées. En fait, les gens qui vivent dans la grande pauvreté, les gens qui vivent dans la précarité, ils ont une insécurité. Ils sont pas sécurisés par rapport à l'emploi, ils sont pas sécurisés par rapport au logement, etc. Mais il leur reste des sécurités, quelquefois culturelles, sociales, réseaux, etc.
quelqu'un qui est dans la grande pauvreté, c'est quelqu'un qui cumule les insécurités, qui est en insécurité sur le logement, sur le travail, sur l'emploi, sur l'éducation des enfants, sur la vie en famille, qui n'a pas de réseau, etc. Et donc, le fait de cumuler ces insécurités fait qu'on perd son pouvoir d'agir. Parce que même si on essaye d'intervenir sur une des insécurités, en général, ça se casse la figure à côté. Et donc, on perd son pouvoir d'agir et on devient complètement dépendant de la société. Et c'est bien de se retrouver, de redonner de la sécurité aux gens pour retrouver du pouvoir d'agir. Et ça devrait être le rôle d'un revenu minimum garanti ou d'un revenu de base, de redonner de la sécurité pour pouvoir se projeter un peu, pour pouvoir aller de l'avant et retrouver du pouvoir d'agir. On a mis en avant aussi qu'il y avait des dimensions très différentes aussi de la pauvreté, qui sont essentielles à prendre en compte. Donc on a fait un travail aussi, le Secours catholique était aussi associé pour montrer les caractères multidimensionnels de la pauvreté. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que les pauvretés, c'est un petit peu des manques matériels et de revenus, mais c'est surtout beaucoup d'isolement, beaucoup de maltraitance institutionnelle, beaucoup de maltraitance sociale, beaucoup aussi des compétences qui sont jamais reconnues. Quand on fait quelque chose, voilà, on apprend des choses, on apprend beaucoup de la pauvreté en fait, et ça c'est jamais reconnu. Beaucoup aussi, et puis le courage des personnes au quotidien, parce qu'en fait, quand il faut se battre tous les jours pour savoir comment on va faire bouffer les gamins, comment on va récuser. Il reste quoi ? 1 minute, ah oui, il faut que je me dépêche. Voilà. Donc voilà, toutes ces conditions, c'est vraiment tout ça qu'il faut prendre en compte. Et ce qu'on demande, donc, c'est une politique globale de lutte contre la pauvreté qu'on a complètement abandonnée aujourd'hui au profit d'une politique soi-disant de l'emploi pour tous, en rendant responsables les personnes du manque d'emploi dans notre société. Donc voilà, donc on est vraiment sur une aberration et ce qu'on voudrait, c'est revenir à ça et c'est peut-être le message important. Alors après, j'aurais eu plein de choses à vous dire sur le RSA actuellement, en quoi il ne respecte pas les personnes et en quoi les conditions aujourd'hui du RSA ne respectent pas. Donc clairement, le niveau de revenu ne permet pas de vivre mais bien de survivre. Il faut à tout prix dépasser les préjugés qui sont collés au RSA, qui sont quand même très très forts dans notre société. Que le gros problème, le problème essentiel du RSA, c'est aussi sa dégressivité, c'est-à-dire en fait tout revenu, quelqu'un qui est au RSA ne sait jamais ce qu'il va gagner ce qu'il va avoir le mois suivant, enfin ce qu'il va gagner, ce qu'il va recevoir le mois suivant, parce que tout revenu est enlevé de ce revenu. Voilà. Oui. Bon, et puis la familialisation serait un sujet de discussion, voilà. La fongibilité serait un sujet, et l'accompagnement serait un gros sujet, puisqu'on nous met en avant que la réforme c'est pour un meilleur accompagnement, et nous on pense que ce n'est pas de l'accompagnement, mais bien un contrôle social qui est mis en place. Merci. Merci Isabelle. Je laisse la parole à Marc sur son travail concernant le rapport à la Fondation Jean Jaurès et son approche pragmatique justement de ces questions de réforme socio-fiscale. Merci Raéré. Une petite supplique introductive, c'est d'excuser ma vilaine voix qui résulte des séquelles d'une radiothérapie d'il y a 25 ans. Donc je ne suis pas plus méchant que les autres, mais il y a cette tare qui fait que ma voix sera plus désagréable. Donc l'objet, c'est de répondre à la question de la table ronde. Un revenu pour les démunis ou pour tout le monde. Et donc la proposition que je vais vous soumettre, c'est les deux. Que pour tout le monde et pour les plus démunis sont deux objectifs inséparables dans une approche, c'est le sous-titre presque plus important que le titre de notre démarche, une approche pragmatique, c'est-à-dire montrer que en 30 mois, avec un minimum de volonté politique, c'est quelque chose qui peut marcher et répondre très largement aux attentes de nos deux amis qui nous ont précédés. Alors, on part évidemment des 5 objectifs que vous trouvez sur le site du MFRB, universel, individuel, inconditionnel, cumulable, ad vitam. Et je vous renvoie pour plus de présentations sur ce sujet au podcast que nous avons tenu sur le site du mouvement avec Virginie Deleu, donc le podcast 24, où pendant 1 heure, nous avons déjà expliqué un peu comment ça pouvait fonctionner. Avec une précision, selon le mot valise d'où je parle, et c'est pour ça que c'est une approche pragmatique,
Donc, un point de vue social-démocrate, je n'engage pas la Fondation Jean Jaurès, qui a simplement bien voulu accepter notre travail, qui est travail collectif d'une dizaine d'années. Donc une approche social-démocrate qui a été désormais intégrée dans le projet de la nébuleuse de ceux qui aujourd'hui essayent de reconstruire, de donner consistance à un projet de transformation social-démocrate et qui a donné lieu au travail du laboratoire de la social-démocratie, le pouvoir d'agir. On retrouve les mêmes termes. Donc aux 5 objectifs du MFRB, dans cette exigence, attente de soutenabilité politique, c'est-à-dire la capacité à le faire concrètement, effectivement, dans le cadre d'une réforme politique, j'y ajouterai donc 3 caractéristiques, 3 attributs. Le premier, c'est la neutralité pour la compétitivité des entreprises et leur capacité d'accumulation d'investissement. Donc ce que nous allons vous proposer remplit cette exigence. La seconde, qui est une autre façon de formuler le principe de cumul des principes de base du MFRB, c'est l'idée que dès qu'il y a de l'activité, il y a du revenu en plus par rapport à la situation de non-activité, donc une démarche de valorisation du travail sans pénalisation de la situation où on ne peut pas, où on ne travaille pas, conformément à l'articulation des principes du préambule de la Constitution entre le droit à un revenu d'existence et le devoir de travailler. Et troisième attribut de notre démarche, condition complémentaire, c'est la soutenabilité budgétaire qui se fait, tenu compte de ce qu'on a dit sur les entreprises, par la redistribution entre les ménages. Alors, ordinairement, un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. Comme il n'y a pas la place pour un long discours, ça aurait été bien d'avoir un bon schéma, mais ça a été écarté, donc je vais essayer de vous le représenter en idée. 4 composantes. La première, l'intégration socio-fiscale. Donc nous avons traditionnellement, et c'est ça avec quoi il faut rompre, des systèmes de protection sociale et des minima sociaux qui sont sous des conditions de ressources ou des conditions diverses d'attribution dont ma voisine était prête à discuter, et parallèlement le système de prélèvement public, de prélèvement obligatoire. Nous montrons, je n'aurai pas le temps de faire la démonstration, que si on ne fusionne pas les deux, on ne peut pas atteindre les objectifs que vous vous êtes donnés. Concrètement, comment on fait ? Eh bien, vous êtes en train de faire l'exercice actuellement avec votre déclaration de revenus. Vous êtes une trentaine ici, la quasi-totalité d'entre vous sont dans la tranche à 30%. Si vous regardez comment elle est calculée, elle comporte un impôt négatif actuellement de 6 835 €, c'est-à-dire 570 € par mois, et ensuite un prélèvement linéaire de 30% au premier euro sur les revenus de tous. Eh bien, il s'agit, en mettant un impôt négatif dans le barème de l'impôt sur le revenu, donc à hauteur de cette garantie universelle de revenus, en l'intégrant dans le barème, de réussir ce qui est l'objectif qu'on a défini. Deuxième caractéristique et moyen de faire cette transformation, c'est l'automatisation. Nous en verrons dans un instant les conditions de réussite. Aujourd'hui, grâce à la déclaration sociale nominative que vous connaissez, le système socio-fiscal français connaît tout sur tout le monde le 5 du mois qui suit les revenus. Sur la base de quoi, grâce aux techniques électroniques, on est capable au 20 du mois de solder vos prélèvements obligatoires et vos droits à la solidarité universelle de manière totalement automatisée.
Je vous renvoie au schéma que vous pouvez trouver, aussi bien dans le rapport que dans ce que nous avons transmis au MFRB. Troisième composante, c'est le fait que les ressources humaines qu'on aura libérées des fonctions de guichet consistant à attribuer ces allocations pourront être redéployées vers la mission essentielle d'accompagnement sur laquelle je n'aurai pas le temps de m'étendre, mais nous aurons l'échange tout à l'heure, et une obligation, c'est la contrepartie indispensable de l'automatisation, que dans la semaine, dans son village, dans sa mairie de quartier, on ait l'interlocuteur qui aura accès aux bases de données où on gère le système socio-fiscal intégré, permettant que tous les loupés, parce que c'est mes admirables machines, il y a toujours des loupés, tous les loupés, dans l'instant, corrigés. Quatrième composante, le financement. Tout ça, ça représente environ 15 milliards d'euros pour assurer l'accès à partir de 18 ans, la suppression du non-recours, 4 à 5 milliards, l'individualisation et le lissage que j'ai évoqué à travers le barème que je vous ai indiqué. Et donc ces 15 milliards, nous montrons comment on les trouve par l'organisation de la solidarité de tout en bas, la garantie de revenus jusqu'à tout en haut, c'est-à-dire l'universalité et la progressivité du prélèvement public avec la suppression d'un certain nombre de niches sur lesquelles nous pourrons revenir. J'en viens à la conclusion pour la minute 14 secondes qui me reste. Quelques angles morts que je renvoie à notre discussion sur lesquels on peut encore travailler, même si nous avons des idées, la problématique du logement et des prestations autres que les minima sociaux, les prestations ciblées, le handicap, le chômage, les enfants, évidemment, donc des prestations qui sont indépendantes de cette problématique d'intégration socio-fiscale du revenu de base. Donc là, il faut avancer davantage que nous l'avons fait dans le rapport sur la construction pragmatique et la question de l'intégration des migrants. Deuxième élément de conclusion, c'est qu'à partir de ce socle que je viens d'indiquer, avec les montants et le barème, c'est un socle de référence qui permet d'organiser le débat démocratique sur la redistribution. Et nous montrons comment, notamment pour rattraper le retard que le RSA a pris, donc la garantie de revenus a pris sur le RMI depuis 40 ans, on peut faire le complément de redistribution de tout en haut vers tout en bas, dans la même organisation pragmatique. Et donc, avec deux derniers mots, c'est qu'ainsi conçu, réalisable par étapes dans les 2 ans et demi qui suivent une volonté de transformation sociopolitique, un des mérites de cette approche serait, face aux enjeux géopolitiques, notamment la défense de la démocratie européenne face au totalitarisme voisin qui va exiger un effort de défense, et les exigences encore plus lourdes de la transition énergétique, qui va demander un mur d'investissement gigantesque. Cette proposition permet, en termes pratiques et effectifs, de garantir les plus démunis. La suite, ce sera pour notre échange après Guy Vallet. Merci. Guy, alors revenu minimum pour les plus précaires ou pour tout le monde? Eh bien, les deux. Donc, je rappelle qu'au MFRB, le revenu de base, c'est d'abord un revenu d'existence, c'est-à-dire non pas une aumône de survie, mais un droit attaché à la personne indépendamment de ses conditions sociales. Mais c'est surtout aussi un revenu universel, parce qu'il garantit les droits universels à l'existence tels qu'ils sont définis par la Déclaration universelle de 1948. Pouvoir se loger décemment, pouvoir s'alimenter correctement, pouvoir se déplacer, pouvoir se vêtir, etc. Le problème, c'est que ces droits sont aujourd'hui conditionnés à un autre droit
qui lui n'est pas universel, c'est le droit à un emploi correctement rémunéré. Et c'est là que le bât blesse, car aujourd'hui il existe des millions de travailleurs qui vivent dans la précarité. Le précariat est en train de manger le salariat. Alors, face au trou dans la raquette de la distribution de la richesse par le travail, l'État a, au fil des crises, mis en place des aides sociales, mis en place des chèques. Et aujourd'hui, il existe plus de 50 aides différentes qui absorbent l'équivalent de l'impôt sur le revenu, aides qui sont conditionnées, on l'a dit tout à l'heure, qui sont familiarisées, qui sont complexes à mettre en œuvre et qui, en fait, font qu'il y a beaucoup de non-recours parce que les gens n'y comprennent rien dans ces aides et surtout qui sont stigmatisantes. Je vais citer Alain Supiot qui, dans un article dans la presse en 2022, disait ceci: nous sommes passés en 4 décennies d'un système de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité à un système de protection sociale fondé sur la charité publique. En outre, cette redistribution verticale, purement curative, divise la société entre d'un côté les ayants droit, le monde des assistés, et de l'autre ceux qui par le travail réussissent à vivre. Cette ségrégation, cette séparation est un véritable apartheid social où ceux qui réussissent s'arrogent le droit de dire aux perdants comment ils doivent dépenser le peu d'aide que l'État leur octroie. Alors, il faut sortir de cette situation. Et bien sûr, nous sommes avec ATD, nous sommes avec le Secours catholique pour revendiquer un revenu minimum garanti, inconditionnel, et nous serons de ce combat. Mais nous pensons qu'il faut avoir un horizon qui va un peu plus loin, qui nous ferait peut-être rêver, mais qui est important. Et cet horizon, c'est justement celui d'un revenu inconditionnel universel. Pourquoi ? Eh bien parce que des aides qui n'aident que les pauvres, les éloignent encore du reste de la société. Il y a Richard Titmuss, qui est le père du système social britannique, qui dit la chose suivante: une politique pour les pauvres est une pauvre politique. Ensuite, 2 sociologues suédois ont montré que les politiques les plus universelles étaient celles qui combattaient le mieux la pauvreté, car on est plus enclin à la solidarité quand elle nous profite à nous-mêmes. Alors, on a su, au XIXe siècle, mettre en place un droit universel. C'est celui de l'accès à l'école pour tous, indépendamment de sa condition. C'est l'école gratuite pour tout le monde, laïque. On a su, en 1945, mettre en place un autre droit universel. C'est celui de l'accès aux soins avec la carte vitale. Eh bien, il serait peut-être temps de se préoccuper de ce droit imprescriptible à l'existence. Alors, comment faire ? Eh bien, Marc l'a dit, il faut partir du constat suivant, qu'il existe d'un côté 10 millions de pauvres qui sont sous assistance de l'État, et de l'autre, l'ensemble du corps social que nous formons. Oui, on a oublié d'inviter Bernard Arnault, mais bon, l'ensemble du corps social est très riche. 1600 milliards de revenus primaires et surtout 15 000 milliards de patrimoine net privé. Rapport entre patrimoine et revenus inégalé depuis la veille de la Première Guerre mondiale. J'espère qu'on n'est pas à la veille d'une 3e guerre mondiale. Donc, à partir de ce constat, on peut faire la proposition suivante, qui est d'une part de substituer à la redistribution verticale organisée par l'État, qui assujettit les individus, on l'a vu tout à l'heure, et l'intervention d'ATD et du Secours catholique l'ont montré. Bon, donc de substituer à cette redistribution organisée par l'État qui ne réussit pas à vaincre la pauvreté, une redistribution horizontale à l'intérieur du corps social, qui serait
organisé par une nouvelle branche de la sécurité sociale où chacun d'entre nous cotiserait en fonction de ses revenus, en fonction de son patrimoine, pour pouvoir allouer à chacun d'entre nous de quoi vivre décemment dans le mois. Le premier du mois, on reçoit de quoi vivre décemment, et à la fin du mois, on cotise en fonction de ses revenus, en fonction de son patrimoine, comme tu l'as indiqué. On a un système socio-fiscal qui permet de le faire tout à fait efficacement. Donc, en fait, ce système ne coûterait rien à l'État, puisqu'il serait dispensé de cette solidarité qu'il fait dans de mauvaises conditions. On le rappelle, c'est 100 milliards d'euros. C'est l'équivalent de l'impôt sur le revenu. Donc, on va se dispenser de l'État qui fait mal cette mission de solidarité. On va la prendre en charge. Il n'en coûterait rien à l'ensemble du corps social, puisque nous serions ni plus pauvres ni plus riches. Seulement 5% des foyers fiscaux seraient plus sollicités qu'actuellement. Mais c'est quand même possible de leur demander un effort supplémentaire. L'intérêt, il me reste combien ? 3 minutes. Bon, l'intérêt de ce système, c'est qu'il permet aussi de régler, par exemple, le problème des retraites. Regardez, si de façon inconditionnelle, vous versez à chacun et à chacune une retraite de base de l'ordre de 1 200 €, ce qui correspond à peu près au minimum vieillesse actuel, eh bien, vous assumez 75% du système de retraite actuel. Les retraites moyennes en France, c'est 1 500 €. Pour les femmes, c'est 1 100 €. Pour les hommes, c'est 1 900 €. Donc, avec ce système de retraite de base, vous soulagez considérablement le système par répartition qui, lui, donner le rôle aux actifs de financer les retraites. Donc, premier point, vous pérennisez le système des retraites. Deuxièmement, comme vous soulagez les cotisations sur les retraites, vous pouvez basculer une partie des cotisations sur l'assurance maladie et aller vers une assurance maladie à 100%. Donc, de cette manière, vous reconstituez une sécurité sociale universelle où vous garantissez une retraite décente à tout le monde, vous garantissez une assurance maladie à 100% à tout le monde et vous garantissez un niveau de vie minimum à tout le monde. Eh bien, je pense que cette sécurité sociale universelle pourrait être quand même en bonne place dans tous les programmes de gouvernement pour faire en sorte que, eh bien, on le sait, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté sans une égale considération, sans une égalité des droits et sans la solidarité des uns envers les autres pour garantir une égale participation de l'ensemble des citoyens à la vie sociale et politique. Pour faire ce qu'Albert Camus appelle dans La Peste son métier, entre guillemets, d'humain. Pour terminer, je citerai une citation de Léon Blum. « Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. » Merci Guy. On va passer à la partie des questions de l'assistance. Alors j'ai déjà une volontaire. Est-ce que nous avons des volontaires pour le micro? Merci Fabien. Oui, donc, d'abord je me présente, je suis membre de Génération et militante à Génération. Et puis je suis aussi dans une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle pour le logement. À ce titre, j'accompagne, je suis très militante dans cette association, puisque je suis au bureau, j'accompagne des personnes en grande précarité. Alors je voulais dire que d'abord, je connais bien Benoît parce qu'il a été Benoît Hamon, parce qu'il a été mon député et qu'il était dans le même département que moi. Quand il nous a présenté le revenu universel, je lui ai dit que j'étais pas d'accord.
Pour moi, c'était quelque chose de très libéral. C'était du style, on va donner de l'argent aux gens, démerdez-vous. Si vous n'êtes pas bon, tant pis pour vous, c'est que vous n'êtes pas bon si vous vous en débarrassez pas. Puis je me suis un peu renseignée sur les endroits où ça avait été fait, sur les possibilités. J'ai discuté avec Benoît, etc. Et je suis devenue très pour. En particulier, un jour où une de nos locataires est venue expliquer qu'elle avait 40 ans, elle n'avait pas de clé, jamais eu de logement, et qu'elle n'avait jamais pu faire un projet dans sa vie. Sauf du jour où elle a eu un logement par SNL et un accompagnement par SNL. Et que depuis, elle avait fait une formation, elle avait trouvé un travail et elle nous avait rajouté, et même un petit copain. Bon, donc je suis devenue très pour, parce que pour moi, c'est ça, le revenu universel, c'est permettre à des personnes de faire des projets. Des personnes en précarité, mais aussi éventuellement des gens en moins précarité. Vous avez des gens qui font un travail qui ne leur plaît pas, ça leur permet d'oser changer, se recycler, etc. Et donc, voilà. Et j'ai remarqué, enfin moi je vois dans les personnes qu'on accompagne, parce qu'on dit beaucoup avec le revenu universel, les gens ne bosseront pas, mais c'est pas vrai. Chez nous, les gens que l'on accompagne, mais ils n'ont qu'une idée, c'est de trouver du travail. Donc, et d'ailleurs, une expérience qui a été faite au Canada montre que, au contraire, ça a aidé à l'emploi. Ça a aidé à la santé, etc., à plein de choses, mais ça a aidé l'emploi. Donc, je suis pour. Alors, par contre, moi, je reste très attachée au fait que le revenu universel, il faut que ça, en parallèle de services publics forts. Personnellement, alors par contre, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient juste d'être dit, parce que ça ne remplace pas, pour moi, le revenu universel, ça ne remplace pas les cotisations à la retraite ou à la santé. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc pour moi, alors, maintenant que j'ai dit ça, je me dis comment on va le défendre dans nos prochaines élections. Aujourd'hui, je trouve qu'on ne travaille pas assez. On est dans le baratin, si je peux dire un peu, dans l'utopie, enfin pas dans l'utopie, mais dans les généralités. Et moi, je voudrais qu'on me dise qu'est-ce qu'on va proposer aux prochaines élections. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Je ne veux pas. J'ai eu une discussion tout à l'heure avec une dame qui disait, enfin bon, qui était très sceptique. Moi, personnellement, je pense qu'il faut qu'on soit dans le futur, qu'on ait des propositions à long terme. Mais il faut aussi qu'on ait des propositions d'évolution à court terme. Et quelles sont ces évolutions à court terme? Je ne les vois pas sortir en ce moment. Si, oui, un peu, c'est vrai. Il faudra que je lise ça. Il faudra que je le lise. Mais donc, je voudrais bien que, aussi bien dans mon parti que au mouvement français, on fasse des propositions pour les prochaines élections. Voilà ce que je voulais dire. Bonjour. Oui, ça va peut-être prolonger la question de qu'est-ce qu'on fait, mais je vais la poser différemment et peut-être surtout m'adresser à Isabelle et à Sophie. Et ce que je voulais vous demander en vous écoutant et un peu dans le climat ambiant, c'est comment ça va en fait? Comment ça se passe pour vous aujourd'hui de porter ce type de sujet dans le débat public, où j'ai l'impression que les sujets sociaux et de lutte contre la pauvreté sont pas du tout sur le devant de la scène, et c'est peu de le dire, sont pas du tout à l'agenda ni médiatique ni politique, et qu'il y a un climat général, international et national qui est plutôt dans une pente régressive sur ces sujets-là. Et la question, c'est un peu concrètement quel type d'accès vous avez et quel type d'écoute vous pouvez avoir aujourd'hui du côté des gouvernants, des responsables politiques, et qu'est-ce que concrètement on pourrait produire, obtenir concrètement sur ces sujets-là. Donc c'est un
un discours de militants un peu désabusés qui s'interrogent sur qu'est-ce qu'on peut obtenir, comment on peut avancer, parce que j'ai l'impression qu'on obtient des choses par la lutte. Parfois, tu as parlé, Isabelle, de territoire zéro chômeur de longue durée, il y a les territoires zéro non-recours qui sont toujours des petites expérimentations, il y a maintenant les projets de sécurité sociale de l'alimentation qui fleurissent un petit peu, mais qui restent des micro-expérimentations ou souvent des miettes qui nous sont accordées par les gouvernants en disant testez vos trucs dans votre coin et nous on va continuer notre projet de démantèlement de la protection sociale et des services publics, puisque tu parlais d'insécurité. Moi, je travaille avec Nicolas Duvaux sur la notion d'insécurité sociale également, cette question de projection vers l'avenir des personnes. Et là-dedans, il y a vraiment leur agenda, qui est aussi la destruction des services publics, qui participe totalement de ça, parce que si demain, il n'y a plus d'hôpital public, il n'y a plus de sécurité sociale, qu'on rembourse plus de la même manière les médicaments et les soins, qu'on détruit l'université publique, c'est pareil, c'est les plus précaires qui vont en pâtir en premier, en fait. Et ça arrive déjà aujourd'hui, et on continue un peu dans ce rouleau à marche forcée. Et les constats qui sont faits là-dessus, c'est un peu, et là où les sciences sociales éclairent un peu ce côté désabusé, c'est qu'il y a une forme d'intégration et d'incorporation du contrôle et de cette distinction entre bons et mauvais pauvres qui existe depuis le 19e siècle, et qui est vraiment en fait, c'est de leur faute, et on se déresponsabilise totalement au niveau de la société sur... Qu'est-ce qui amène les personnes à se retrouver dans cette situation? Et c'est totalement décollectivisé, on ne se pose plus du tout la question de cette manière-là. Donc voilà, ma question, c'est un peu comment vous avancez, quel type d'agenda vous arrivez à porter, et qui un petit peu vous écoute. Parce que moi, je n'ai pas de réponse là-dessus, et je sais que dans les travaux qu'on mène aussi dans des démarches d'évaluation, d'analyse à l'université un peu critiques, les ministères demandent des rapports, les sociologues et les politiciens sont très contents d'en produire, mais par contre, il n'y a jamais d'écoute et jamais d'actes qui sont faits en rapport à ça. C'est tout. Merci. Merci. Je pense que je vais vous laisser le micro. Qu'est-ce qu'on peut espérer obtenir et qu'est-ce qu'on peut demander pour les prochaines élections? Oui, en fait, il y a plein de choses sur lesquelles on a envie de réagir dans ce que vous avez dit, donc, et puis dans ce qu'on dit aussi nos témoins. D'abord, sur le type d'accès au gouvernement, enfin, la situation, oui, il y a de quoi être désabusé, parce que le type d'accès, il est vraiment très très faible. Comment ? Oui, enfin, voilà, on est vraiment sur une dégradation et on est vraiment, c'est-à-dire on a des interlocuteurs souvent polis, mais qui répondent même pas à nos courriers, y compris des courriers faits à plusieurs associations. Avant, on obtenait quand même des rendez-vous ministériels. Aujourd'hui, ça devient compliqué. Le fait aussi qu'on soit organisé en collectif, en fait, le gouvernement se contente d'appeler le collectif et n'appelle plus à la table l'ensemble des organisations. Enfin, ce qui pose aussi, voilà. Donc ça rend, en fait, le débat n'est plus tout à fait. Voir une ministre aujourd'hui, c'est quasi impossible pour moi, pour ATD Quart-Monde, je ne sais pas pour d'autres, mais je pense que voilà, ça devient très difficile. Et quand on arrive à voir les cabinets ministériels, ils sont très polis, mais ça ne va pas très loin. Donc nous, on a quand même des propositions. Hein, ça, c'est plein de propositions. Voilà, ça, c'est plein de propositions. Pour mettre ça à l'agenda du CESE, ça a été la galère. Voilà, le sujet n'était pas prioritaire, c'est pas un sujet d'actualité, les droits sociaux. Voilà, donc il a fallu vraiment galérer, et après on m'a donné 3-4 mois pour le faire. Bon, après il y a eu d'autres, entre les deux, il y a eu d'autres événements qui ont fait que ça a duré plus longtemps que ça. Mais voilà, très difficile de mettre à l'agenda le sujet en effet, et le sujet c'est plus la lutte contre la pauvreté, c'est comment on sanctionne les pauvres parce que c'est fainéant, etc. Donc c'est vraiment le côté stigmatisant qui est dans les médias et les mesures qui vont avec pour les vendre. Et donc on n'a pas de politique. Et voilà. Et après, j'avais envie de réagir aussi sur ce qu'on a dit sur l'universalité. En fait, l'universalité, enfin, oui, il y a eu des mesures universelles comme l'école, la sécurité sociale, ça, mais ça n'a jamais été universel pour les pauvres. C'est-à-dire, en fait, les pauvres n'étaient jamais dedans. C'était fait pour les salariés. Et c'est pour ça qu'on insiste tant sur le fait qu'il faut construire avec les personnes en situation de pauvreté. Regardez leur réalité de vie, partez de ça pour construire des mesures, quoi. Enfin, il faut à tout prix les associer parce qu'on a toujours inventé sans eux. Et c'est pour ça que le mouvement ATD Quart-Monde a expérimenté le RMI. Enfin, c'était une suggestion du rapport Wresinski au CESE, le RMI.
On a mis ça en place parce que justement les plus pauvres étaient complètement oubliés. Pour avoir l'accès à un médecin, il fallait aller chercher un bon à la mairie pour pouvoir aller chercher le médecin, pour aller chez le médecin. Enfin voilà, il n'y avait pas de revenu minimum. Enfin, il n'y avait rien. Donc en fait, on a toujours exclu, on a toujours considéré qu'ils n'avaient rien à apporter à la société. Donc c'est voilà. En fait, on ne reconnaît pas leur savoir, on ne reconnaît pas l'importance qu'ils peuvent avoir pour construire une société des droits de tous. Et en fait, et ça depuis, j'ai envie de vous lire un peu une phrase de Wresinski en 87 lors de l'expérimentation du RMI. Il disait: dignité, liberté, égalité, voilà ce que les familles du quart-monde réclament. À lui seul, un plancher de ressources ne garantit ni la dignité, ni la liberté, ni l'égalité. Dans l'esprit de beaucoup, cela reste une aumône. Dans ce cas, rien ne changera, car il manquera la reconnaissance des hommes. Soyons sérieux pour les pauvres. Quels enfants peuvent réussir à l'école? Quels jeunes peuvent se former? Quels adultes chercher et tenir du travail? Quelles familles se loger, se soigner et se faire entendre en vivant dans l'angoisse d'un budget aberrant et dans la privation de nourriture, de vêtements et bien d'autres biens élémentaires? Le revenu garanti ne suffira pas à mettre fin à la misère, mais sans lui, il est impossible de parler du reste. Donc c'est bien une composante de la lutte contre la pauvreté, mais il faut à tout prix qu'on garde en tête qu'il faut des politiques qui répondent à l'ensemble des droits fondamentaux. Et ne pas tout mélanger, c'est-à-dire ne pas mettre par exemple dans l'allocation universelle des APL mélangés aux revenus, parce que là on va vers la catastrophe, parce que ça va être, ça va être conditionné comme le reste, enfin voilà, des choses impossibles. Merci pour ces questions. Ça donne envie de se lâcher parce que c'est une sorte de thérapie collective en disant c'est trop dur en fait. Quelle écoute on a du gouvernement? En fait, moi je serais encore plus dur que ce que tu as dit, Isabelle. On se fait engueuler en fait. Moi personnellement, je me retrouve dans des rendez-vous où je me fais taper sur les doigts en fait, parce qu'on serait irresponsable de dire que les 15 heures d'activité obligatoire, il y a un risque de glissement vers du travail gratuit, alors qu'on le documente totalement, que c'est sous nos yeux, et juste parce qu'on a le malheur de le dire et de jouer notre rôle d'association qui portons comme on la parole des personnes et qui alertons juste sur les risques d'aggravation de la pauvreté. Et même quand c'est dit par des instances qui sont rattachées au Premier ministre, c'est-à-dire le Conseil national des politiques de lutte contre l'exclusion comme le CNLE, ça ne fait rien. Donc même les instances légitimes institutionnelles sont démonétarisées, leur parole est délégitimée. Et nous, concrètement, c'est très... Il y a vraiment, en tout cas sur les questions de loi plein emploi, moi je vois une forme de radicalisation du pouvoir en fait, et quelque chose de très assumé on ne demande pas leur avis aux associations de lutte contre la pauvreté, on ne demande pas leur avis aux personnes concernées, on sait qu'on a raison, on trace notre route, et en plus on ne tient même pas compte des évaluations, c'est-à-dire que, on est face aussi à un gouvernement, à un pouvoir qui s'en fout de la science en fait. Désolée, je le dis vraiment brutalement, mais n'importe quel scientifique qui dit en fait rien ne prouve que augmenter les minima sociaux désincite au travail, c'est-à-dire que les gens n'iront pas plus chercher un emploi si on relève le niveau du RSA. Je veux dire, voilà, il y a un consensus scientifique là-dessus, et pour autant, toutes les mesures qui sont faites aujourd'hui, c'est il faut creuser l'écart. C'est-à-dire qu'à la limite, les gens reconnaissent que oui, on gagne toujours plus en travaillant qu'en étant aux minima sociaux, mais est-ce que l'écart, il est quand même suffisamment grand, quoi? Et voilà, donc c'est dire, en fait, c'est assez décontenançant, en fait, le mur qu'on a en face de nous, à quel point même donner des arguments, même juste montrer les travaux scientifiques ne suffit plus. Et voilà. Et donc, sur qu'est-ce qu'on peut obtenir quand même.
Alors, on arrive à nouer un certain dialogue, pas forcément avec des politiques, mais avec, avec des membres dans l'administration, etc., où on arrive quand on amène avec, et ça demande un travail de dingue, hein, de collecter tout un tas de témoignages, de dire que non, c'est pas juste des cas isolés sur la question des suspensions de droit à la CNAF, par exemple, de dire que des suspensions hyper longues pour un contrôle où c'est l'erreur de la CAF, c'est-à-dire que la CAF n'a pas pris en compte un document suffisamment à temps et donc du coup elle demande de rembourser à la personne ce qu'elle considère comme être des trop perçus. Enfin moi je rentre pas dans les détails, mais sur ces suspensions de droit, on arrive à obtenir un audit sur les suspensions de droit. Et donc après, on va voir s'il peut y avoir un plan de réduction des suspensions de droit. Mais même ça, on est super content. Mais on sait qu'il faut avancer vite parce que potentiellement cette personne dans l'administration va partir et du coup on n'est pas sûr de si on aura toujours les mêmes entrées après quoi. Donc concrètement ce qu'on essaye de faire c'est ça. En tout cas je suis hyper d'accord sur ce que tu disais sur la déresponsabilisation de la société, c'est-à-dire on est vraiment dans une logique d'individualisation totale quoi. Enfin c'est l'individu qui doit être autonome où il y a une négation totale des interdépendances des uns et des autres, c'est-à-dire qu'on a tous besoin à un moment des autres de quelqu'un d'autre, de la société, etc. Parce que la vie, elle est pas linéaire. Et ça passe totalement à la trappe, quoi. C'est vraiment le mythe de cet homme et cette femme, qui peut s'en sortir seul, etc. Et ça imbibe toute la société. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que l'adresse documente les causes de non-recours au droit. Et que parmi les causes qui augmentent, il y a la volonté de s'en sortir seul. C'est-à-dire que des personnes se mettent volontairement en non-recours au droit parce que la honte de devoir recourir aux aides et parce qu'il y a cette volonté de s'en sortir seul. Donc moi, la question, c'est comment on se bat contre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas, entre guillemets, il n'y a même pas que le gouvernement. Il y a juste tout ce que notre société véhicule aujourd'hui et qui imbibe, voilà. Il y a la peur des conséquences négatives, on en a parlé là, mais j'insiste sur cette cause de non-recours qui augmente, qui prend une proportion de plus en plus forte. C'est la peur des personnes des conséquences négatives de demander des aides, ce qui est quand même dingue. Et voilà. Et je voulais juste peut-être rebondir un peu pour toujours alimenter ce débat sur la question du revenu de base, etc. Je ne l'ai peut-être pas dit comme ça dans ma première intervention, mais je trouve que ce qui est important dans le fait de poser le contexte, c'est de se dire quel est le rapport de force aujourd'hui. Et concrètement, quel risque on prend à proposer certaines choses dans un contexte donné et au regard d'un rapport de force donné. Et je prends juste l'exemple d'un travail qu'on a mené au Secours catholique avec une association qui s'appelle Equitaz, qui s'appelle Boulot de dingue. On a voulu prendre le pendant du pognon de dingue de Macron qui disait les prestations sociales c'est un pognon de dingue. Nous on a voulu dire en fait les personnes qui sont aux minima sociaux, elles font un boulot de dingue. Elles sont loin d'être inactives et en fait elles prennent en charge ce qu'on peut appeler une sorte de protection sociale rapprochée, c'est-à-dire tout ce que ne prend pas en charge la protection sociale institutionnelle, elle est prise en charge par les personnes, dans des réseaux de solidarité, dans de l'entraide, dans du troc, dans des dons, etc. Et c'est ça qui fait que la société tient, en fait. Et que si ça n'existait pas, la situation serait bien pire. Et donc, on a voulu dire, il faut reconnaître ces contributions essentielles à la société des personnes en dehors de l'emploi. Et on a dit, comment la reconnaissance de ça peut permettre de mieux les sécuriser dans leurs ressources. Et donc, on vient, d'une certaine manière, mettre en lumière le fait qu'aujourd'hui, on a de la sécurité quand on a par ailleurs travaillé dans l'emploi, en fait. Et donc, comment on essaye de questionner, en tout cas de dire, est-ce qu'il n'y a que quand on a contribué dans le cadre d'un emploi qu'on peut obtenir de la sécurité? Comment on peut essayer d'élargir, en fait, le spectre, peut-être, des conditions pour avoir des sécurités dans la vie. Et on est allé interroger pas mal de chercheurs, et on a des chercheurs qui nous ont dit attention de remettre en cause aujourd'hui ce qui est quelque chose qui tient encore, c'est-à-dire les droits acquis quand on a contribué dans le cadre d'un emploi, quoi. Et donc ils disaient pas qu'on était dans le faux, ils disaient juste en fait on est tellement tous sur le qui-vive
tout est déjà, enfin, je veux dire, les partenaires sociaux sont. Enfin, moi j'adore l'idée qu'on puisse co-gérer ensemble, au travers de personnes élues, comment dire, le fruit de nos ressources, quoi, ce qui est quand même le principe de l'assurance chômage. Mais aujourd'hui, même ce principe-là de gouvernance, je sais plus, de partenaires, je sais plus quel est le terme, partenarial, non, je sais plus, partenaires sociaux, voilà, c'est ça, les partenaires sociaux. Même ça, c'est remis en cause. Donc voilà, je repose un peu cette question parce que je pense que c'est un peu ce qu'on essaye de creuser là. Et pardon, j'ai été trop long. Oui, bonjour. Je suis un heureux retraité. Dans votre discours à TD Quart Monde et Secours catholique, vous faites comme si le gouvernement se trompait en disant ils ne font pas confiance à la science. Non, ils ne se trompent pas. Ils ont réussi. Ils réussissent, leur politique réussit. Mais on n'a pas le même objectif. Mais leur objectif est rempli. On a de plus en plus de dividendes distribués aux actionnaires. C'est ça. Donc ça, c'est une première chose. Ils ne se trompent pas. Deuxièmement, dans le même ordre d'idées, quand vous dites que le système fiscal, c'est aujourd'hui le 5 du mois, non, uniquement pour les salariés. Et encore une fois, on oublie l'aspect d'accumulation du capital et du patrimoine. Le patrimoine, il ne vient pas du salariat. Il vient de toute autre chose. Il y en a même qui disent qu'il vient de l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais bon, ça, on ne va pas se lancer là-dedans. Ce qui est évidemment revenu universel, mais moi ça me choque quand on pose la question pour tout le monde ou pour les démunis, que vous disiez les deux. Non, c'est pour tout le monde. C'est pas pour les deux. C'est pour tout le monde. Et ça, non, mais c'est important, les mots sont importants de la même manière que vous parlez de redistribution. La redistribution, c'est un mot à bannir. Il n'est hors de question de penser que qu'on laisse des gens accumuler de la richesse et qu'on leur demande de redistribuer à ceux qui en ont moins. Non. Le revenu universel devrait être, au contraire, le fait qu'on organise la société pour que l'accumulation de certains ne puisse pas être possible. Et là, ma dernière question, évidemment. Concrètement, le problème d'être pragmatique, c'est un problème de rêve. C'est-à-dire qu'être pragmatique quand on ne sait pas où on va, ça ne sert à rien. Donc, qu'on y aille par étapes, c'est évident, par étapes, mais il faut élaborer une feuille de route par étapes. Le but n'est pas que chacun ait un SMIG tout le temps pendant que d'autres se gavent ailleurs. Ça ne peut pas être ça le but. J'arrête là sur les critiques. Je suis à fond pour un revenu existentiel, non pas de base, mais universel. D'accord ? Que pensez-vous des propositions du réseau salariat, du salaire à vie ? Autrement qu'en hochant la tête d'une manière dégoûtée. Avec des arguments. Voilà. Oui, bonjour, je suis Angélique Gross, je suis du MFRB. J'ai écouté très attentivement vos interventions et j'aurais juste une question à Sophie Rigaud par rapport à je crois que c'était vous qui avez fait la différence entre conditionnement et contrepartie. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là parce qu'on doit se représenter que le terme précarisation ou précaire ou précariat a été publié dans un journal officiel en 86, si je me souviens bien.
et que donc on est à 40 ans de ce terme et on est toujours là et on s'est empiré avec l'ubérisation. Et donc je voudrais mais aller dans un autre sens qui est plus vers l'aggravation de l'angoisse d'existence auprès des personnes qui bénéficient aujourd'hui du RSA, parce que il y a un sens plus aiguisé de ce qu'on peut recevoir comme menace ou sanction si on ne remplit pas les conditions et les contreparties. Et donc là, il y a quelque chose qui atteint le niveau de la santé mentale, de la santé tout court. Et je pense que ça, c'est quelque chose, un très très grand danger, parce qu'il affaiblit l'immunité même du corps social. Parce que ce n'est pas un petit nombre qui y a recours, c'est un grand nombre. Donc du coup, je voulais juste faire un retour sur ce point-là. Merci beaucoup. Oui, merci. Très rapidement, moi j'ai bossé longtemps sur le revenu d'existence, maintenant je suis à la retraite. Moi je pense qu'on peut brasser plein d'idées, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'a dit ATD Carmonde et ce qu'a dit le Secours catholique. C'est-à-dire comment on construit un rapport de force qui nous permet d'avancer. Parce que sinon, on peut discuter pendant 4 jours. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Pour moi, il y a 3 conditions. Comment on recrée une accessibilité sociale, ce qui n'est pas du tout acquis. Par exemple, le débat à la con sur le travail libérateur, travail contraint, activité socialement utile, etc., a complètement piégé le revenu d'existence, par exemple. Donc ça, c'est la première question, l'acceptabilité. La deuxième question, le financement. Il faut qu'on ait les réponses. Si on dit, d'une manière ou d'une autre, il faut faire payer les riches, si c'est pour la retraite, si c'est pour les services publics, si c'est pour le revenu d'existence, ça va être d'une part pas accepté socialement, parce que les riches ne voudront pas, donc on retombe sur la question du rapport de force, et deuxièmement, ça suffira pas en termes de volume. Troisième question, et ça recoupe un peu l'intervention à laquelle on n'aura pas de réponse, que vient de faire la personne qui est derrière moi, c'est il faut une organisation qui soit pas bureaucratique pour que le revenu d'existence fonctionne. Ah bon, donc j'ai pas le temps de développer. Dernière chose, aussi par rapport à ce qu'a dit le monsieur, bien sûr, il a raison, il faut une perspective à très long terme. Parce que ça mobilise, c'est un espoir, ça montre un chemin, etc. Donc c'est le revenu d'existence, c'est le revenu universel, c'est bon. Mais il faut déterminer un chemin, ce qu'il ne fait pas. Et le chemin, on retombe sur la question du rapport de force. Et donc je termine en disant, est-ce que, pas une étape, parce que j'aime pas la révolution par étapes, ça me rappelle Staline. Mais il n'y a pas de hasard par rapport à un certain nombre de choses. Donc simplement, est-ce qu'une phase intermédiaire, un objectif intermédiaire, ça serait le revenu d'existence pour les jeunes de 18 à 25, ou une autre perspective. Mais il faut avancer, il faut recréer un chemin. Merci. Est-ce qu'on reprend une question ou pas? Ok. Désolé. 2 mots là, pour répondre sur le salaire à vie. Moi, je me place, hein, le revenu de base, le revenu universel, se place dans la société telle qu'elle est. Hein, c'est-à-dire une société capitaliste, inégalitaire. On est bien d'accord là-dessus. Hein. On n'est pas au même niveau que le salaire à vie. Hein. Le salaire à vie, vous vous placez dans un changement de paradigme, changement de société. Hein. Donc nous pensons d'abord que comme on a mis en place la sécurité sociale en 1945, c'est-à-dire une façon de protéger les gens, hein, dans cette société inégalitaire, violente telle qu'elle est. Hein. Ensuite, il faudra bien entendu conscientiser les gens pour aller vers une autre société. Mais ça, c'est un autre problème. Hein. En ce qui concerne les étapes, oui, hein, il faut mettre en place des étapes. Et c'est d'ailleurs le rôle de notre projet quinquennat. Hein. On travaille sur le fait, hein, de proposer des propositions très concrètes, hein, par étape, pour pouvoir mettre en place ce revenu universel. Et le revenu jeune, on en parlera demain, hein, est bien entendu une étape fondamentale parce que les jeunes sont les grands oubliés, hein, de notre système social actuel. Donc oui, un revenu jeune peut être financé par une taxe sur le patrimoine, pourrait être mis en place. Hein.
quelques mots de retour aux vraies questions qui ont été posées. Qu'est-ce qu'on fait bientôt? Qu'est-ce que vous faites, vous? Donc la question est bien celle du rapport de force dans une bataille qui est politique, entre en gros 3 visions du monde, celle du ruissellement, où il suffit de laisser faire pour que finalement tout se passe au mieux. Je crois que peu de monde ici. Celle, à l'opposé, de la rupture avec le grand méchant capitalisme, donc de la suppression du capital, revenir même avant les sociétés primitives où il y avait déjà un peu de capital par les outils de base, et un petit désaccord que j'ai sur ce point avec Guy. Je crois que du capital, dans le contexte d'aujourd'hui, on en a besoin, non pas de moins, mais de beaucoup plus, et que ce n'est pas en confisquant le capital au sens réel, le capital physique, qu'on organisera ce que nous attendons ensemble, mais dans la redistribution, je maintiens, des flux. Donc là, nous avons un désaccord avec ceux qui ici plaident, et libre à eux, pour la rupture avec le capitalisme, ce qui ne signifie pas qu'il faille le prendre comme il est. Pour ma part, mes amis, je pense qu'il faut effectivement le réguler et le mettre à disposition de l'ensemble de la société. Et puis il y a une troisième vision qui est entre ces deux approches, d'essayer, pour les échéances prochaines, de proposer quelque chose qui marche, dont j'assume de dire qu'il est dans le prolongement des grands progrès qui se sont faits par l'action politique social-démocrate jusqu'en 2017, dont la régression commence depuis les 7 ans que nous vivons. Avec 2 précisions sur ce qui a été dit par les uns et les autres. J'ai un malaise avec ma voisine, et je comprends sa fonction et sa mission, quand elle semble séparer la problématique essentielle, prioritaire du quart-monde et l'ensemble de la problématique de solidarité sociale. Je pense que la question était bien posée pour tous ou pour les plus démunis. Ma conviction et notre démonstration, c'est que c'est inséparable et qu'on règle la question du quart-monde qu'en l'intégrant dans l'organisation solidaire générale. Et pour le reste, un peu de précision sur la façon dont nous voyons l'accompagnement, mot un peu valise et ambigu, où nous pensons qu'au-delà de la dématérialisation, de l'automatisation des flux monétaires qui utilisent les techniques aujourd'hui disponibles, il faut laisser un équilibre entre un guide de bonne pratique nationale, défini par le législateur, et qui effectivement évitera cette évolution Pécresse-Macron sur l'idée de contrepartie, mais de l'autre côté, pour réussir cette soutenabilité politique, à montrer comment l'autre volet, c'est-à-dire le devoir du travail pour ceux qui sont en situation sera mis en œuvre. Et donc notre approche est celle de la décentralisation départementale. C'est l'enjeu du conseil départemental. Ça devrait être l'enjeu de la bataille politique chaque fois que tous les 6 ans, il y a des élections départementales entre telle approche et telle approche, dans un cadre, évidemment, qui aura garanti les droits de chacun. Tout ça mériterait d'être approfondi. Vous avez nos coordonnées, on est prêt à échanger, y compris pendant le déjeuner. Oui, parce que comme j'ai été interpellée directement, alors j'ai jamais dit qu'il fallait séparer la question du quart-monde du reste. Ce que je dis, c'est que toutes les mesures sont toujours prises sans les gens en situation de pauvreté, alors qu'on est persuadés, nous, que c'est bien en partant de leur réalité de vie qu'on trouvera des solutions bonnes pour tous et qu'on ne peut pas se passer de ça. Et que les gens qui vivent la grande pauvreté, ils ont des savoirs. En particulier, on est en train de vivre des crises majeures, crise écologique, crise sociale, etc. Et en fait, les gens en situation de grande pauvreté, ils vivent la crise au quotidien. Ils sont tout le temps
constamment dans cette angoisse, etc. Et ils ont des capacités d'adaptation. C'est-à-dire si demain il y a le ciel qui vous tombe sur la tête, comme on dit, peut-être que c'est peut-être pas les gens en situation de grande pauvreté qui vont avoir le plus de mal à réagir, et peut-être d'autres qui sont assurés tout risque. Donc voilà. Donc on a beaucoup à apprendre des plus pauvres, et en particulier dans la situation actuelle. Et c'est ça que je dis, c'est qu'on ne peut pas imaginer des solutions sans travailler au départ avec les gens en situation de pauvreté. Et merci d'avoir rappelé deux dimensions très importantes des jeunes qui aujourd'hui, en effet, c'est complètement incompréhensible qu'ils soient exclus, qu'on mette le RSA à 25 ans en France. Dans la plupart des pays, c'est 18 ans. C'est une incohérence de droit. Voilà, c'est quand même inimaginable, et ça veut dire qu'on ne fait pas confiance à notre jeunesse. C'est ça que ça veut dire derrière. Non, des revenus minimum, si, il commence à en avoir pas mal, et la plupart ne font pas cette distinction. Donc c'est presque une exception française aujourd'hui. Voilà. Et puis merci aussi sur la dégradation de la santé. On a fait un croisement des savoirs quand la Cour des comptes a sorti son évaluation sur le RSA. On a fait un croisement des savoirs avec les personnes en situation de grande pauvreté à la demande de la Cour des comptes, mais ils n'ont rien repris de notre rapport dans leur rapport. Mais la première chose qu'une dame au RSA nous a dit, en effet, être au RSA, c'est être constamment dans l'intranquillité. Et ce que je rêve, c'est d'être un jour un peu tranquille. Voilà. Et c'est vraiment, voilà, je pense. Et en fait, le niveau de stress, la santé mentale, en effet, elle est en danger quand on est dans minima sociaux. Tellement on est stigmatisé, tellement c'est difficile au quotidien, et tellement c'est dur de vivre la crise et d'être toujours jugé, toujours dépendant des autres, et toujours dépendant du jugement des autres. Et plus on met les contreparties, c'est bien du jugement moral, et on n'est plus dans la condition pour des aides. Et c'est bien ce qui pose problème, c'est qu'on va accentuer ce côté jugement. Voilà, vous n'êtes pas dans la norme, ou vous êtes dans la norme, vous êtes le bon ou le mauvais pauvre. Et non, tout à fait. Mais en plus, il faut vraiment apprendre. Le rapport de force, il n'est pas égalitaire non plus. C'est-à-dire, en fait, quand vous avez un travailleur social face à quelqu'un en situation de pauvreté, dans la réalité, la plupart du temps, ils ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas parce qu'ils ont des représentations très différentes de la société en fonction de leur vécu. Et si on ne prend pas le temps de travailler ça, de se dire, moi, je ne comprends pas, en fait, la personne en face, et elle ne me comprend pas, donc c'est pas la peine de dialoguer, quoi. Ou alors, il faut prendre le temps de savoir comment dialoguer. Parce qu'on a mis en évidence, en fait, qu'il y avait plein d'injustices, qu'on appelle des injustices épistémiques, c'est-à-dire par rapport à la relation au savoir, il y a plein d'injustices par rapport à la situation de grande pauvreté. Par exemple, il y a l'injustice de témoignage, c'est-à-dire la plupart des gens en situation de pauvreté vous diront, en fait, mon travailleur social, il ne me croit jamais. On ne me croit pas. Et du coup, quand vous voyez une réforme France Travail où on dit on va faire une suspension, c'est une révolution parce qu'avant on supprimait le RSA, là on va suspendre et les gens pourront justifier pour dire qu'ils le reprennent. Eh ben non, ils ne pourront pas justifier puisqu'on ne les croit jamais. Donc comment ils vont justifier? Comment des gens qu'on ne croit pas vont pouvoir se justifier? Il y a des injustices aussi de transmission, c'est-à-dire les gens, justement, ce que je vous disais, leur capacité d'adaptation, leur savoir tirer de l'expérience de la pauvreté, personne ne leur demande à les transmettre, à en faire quelque chose. Et c'est ça, alors que ça pourrait être super utile pour inventer d'autres choses. Donc voilà, un certain nombre d'injustices qui sont liées à l'accès au savoir. C'est pareil, les injustices d'interprétation, c'est-à-dire comme on n'a pas, souvent quand on est en situation de pauvreté, on n'a pas eu beaucoup accès aux études, on n'a pas eu beaucoup accès, et on n'a pas le langage. Et donc on invente pour vous des mesures. Quand on vous explique les mesures, c'est pas du tout dans votre langage. Vous pouvez pas comprendre en fait. Vous pouvez pas comprendre. Vous en faites une autre représentation. Des mots très simples comme le mot famille, par exemple. Un mot famille, travailleur social, il a une représentation très positive de la famille. Une personne en situation de grande pauvreté, il a une vision très négative de la famille, parce que en fait, dans les familles très pauvres, l'angoisse tout le temps, c'est de ne pas avoir le droit de vivre en famille, parce que le placement des enfants est très lié à la pauvreté, et que l'angoisse constante, c'est on va me retirer les gosses quand je vois un travailleur social. Et du coup, le mot famille dans la bouche du travailleur social, c'est négatif. Par exemple, sobriété. On parle beaucoup de sobriété aujourd'hui. Nous, on a fait une réunion entre des militants écologistes et des gens en situation de grande pauvreté, et sobriété, ils ne comprenaient pas, parce que pour eux, sobriété, c'est dans le domaine de l'alcool, quoi. Et donc, si on ne prend pas le temps de poser les choses et les définitions correctement, et de se partager les mots dans ce qu'ils veulent dire, on ne peut pas se comprendre. Donc c'est vraiment, Donc il faut vraiment repartir des réalités de vie des personnes, mais se prendre le temps aussi de le faire avec le temps, les conditions, etc., pour être sûr qu'on se comprend. Et c'est avec ça
qu'on arrivera à construire des mesures bonnes pour tous, et nous, on y croit, et c'est pour ça qu'on expérimente avec les pauvres dans le concret, dans tous les domaines des droits, pour se dire, on peut inventer avec les gens d'autres choses, et ce sera bon pour tous. Et je pense que Territoire zéro chômeur, enfin, ok, on a un peu de mal, mais ça montre plein de choses. Enfin, ça montre comment les gens, ils ont des aspirations, comment ils peuvent se redresser, comment ils peuvent développer des activités qui correspondent aux besoins du territoire, comment on peut gouverner autrement et comment on peut agir autrement au sein d'une entreprise. Voilà, on apprend plein de choses. Alors peut-être que c'est pas réplicable, mais il y a plein de choses à prendre pour ailleurs. Je dis un petit mot et après, oui Guy, t'as pas pu reprendre la parole. Et Territoire zéro chômeur de longue durée, ce qui est super aussi, c'est que on est sur CDI, avec une stabilité, etc. Et en fait, ça repose la question, et on est sur un emploi adapté. Et c'est ça qui est très important aussi pour moi, c'est que c'est des poches de résistance vis-à-vis de l'emploi tel qu'il existe aujourd'hui. C'est-à-dire que, aujourd'hui, l'emploi, c'est des conditions dégradées, des rémunérations dégradées, et on essaye de faire rentrer des gens qui ont des trajectoires cabossées, etc., dans un emploi qui peut être dur, qui peut être violent. Les emplois aujourd'hui qui sont en tension, c'est des emplois c'est des secteurs qui sont structurellement en tension, parce que c'est le BTP, la restauration, des emplois qui sont durs. Et là, on a des chômeurs, des allocataires du RSA qu'on essaye de faire rentrer de force dans ces emplois-là. Et à aucun moment, on se pose la question de l'état de santé psychique, physique de ces personnes. Il y a quand même quasiment un tiers des allocataires du RSA aujourd'hui qui ont des incapacités, des invalidités physiques. Et on se dit, ils vont bien accepter ces boulots à n'importe quelle condition. Et parce qu'on dégrade leurs droits, c'est bien, c'est ça aussi sur le fait qu'ils se trompent pas. On est d'accord qu'ils se trompent pas, c'est que derrière, il y a quand même la volonté de pousser aux fesses des personnes pour qu'ils acceptent n'importe quel boulot à n'importe quelle condition. Et on voit qui a intérêt aussi derrière à ça. Mais donc du coup, c'était aussi pour abonder dans ce sens-là, le travail, défendons, on ne peut pas parler de la protection sociale sans parler du travail aujourd'hui, on a assez peu parlé, mais c'est quelque chose qui est essentiel, et défendons l'idée d'adapter le travail aux personnes plutôt que de faire en sorte que les personnes aient à s'adapter au travail. Et je pense que c'est une revendication qui est énorme et qu'on doit aussi totalement porter. Juste sur conditions-contrepartie, je suis très rapide. Conditions, c'est quelles sont les conditions pour obtenir une aide, et donc conditions de ressources, conditions, composition du ménage, etc. Et contrepartie, c'est qu'est-ce qu'on doit faire en contrepartie de l'allocation. Et donc, c'est les 15 heures d'activité obligatoires, par exemple. Et voilà. Et qui dit contrepartie dit non-respect des contreparties, sanction. Et c'est donc bien la bascule que fait la loi. Et il y a des sanctions sur les conditions aussi. Oui. Je reprends juste, mais le problème, c'est quand même par rapport au RSA aujourd'hui, c'est que le niveau de conditions et de contrepartie est trop important, et justement l'automatisation est impossible aujourd'hui parce qu'il y a tellement de conditions que le fait d'automatiser... L'automatisation, c'est la suppression des conditions. Non, mais oui, mais c'est ça, mais on peut pas faire... Oui, mais aujourd'hui ils mettent la solidarité à la source, donc ils automatisent, je suis désolée, mais ils automatisent la déclaration. Et oui, mais c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus on met de conditions, si on les automatise, en fait, on ne comprend plus rien, et puis personne ne comprend rien, c'est-à-dire... Alors, je suis navré. Moi, je sens qu'il y a un débat qui est en train de poindre, mais malheureusement, nous arrivons à la fin du temps. Je sais, mais là, il est vraiment 30. Merci. Je vous demande de saluer nos intervenants qui ont accepté de venir ici. Non, je suis navré. En sachant que la pause méridienne a lieu maintenant, qu'à 14h a lieu la conférence de Virginie Deleu sur les expérimentations. Et si vous voulez continuer sur ce sujet, notamment avec Guy qui n'a pas eu le temps de réagir, il y a cet après-midi à 16h15 la conférence sur le financement, les pistes de financement du revenu universel, sur lesquelles vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez savoir sur... Je n'ai pas fini, Marc. Vous pourrez apprendre tout ce que vous voulez savoir sur les questions de financement. Je vous remercie d'être venu avec nous ce matin. À très bientôt.